What's up, bro? Alors ça y est, enfin, le couvre-feu c'est terminé et on n'a plus besoin d'avoir des masques dans la rue. Enfin, jusqu'à la prochaine fois. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais le jour du tout premier confinement, j'avais sorti une vidéo sur le concept de quarantaine, et dedans j'y parlais de cette fameuse scène de la quarantaine autour du capitaine Haddock. Et bien là, aujourd'hui, histoire de boucler la boucle, on va analyser les différents jurons de ce vieux loup de mer qui accompagne les aventures de Tintin. C'est pas un peu tiré par les cheveux comme justification? Si, t'as raison, je suis plus à ça près. Bon, le capitaine Haddock, je ne vous le présente pas, je le ferai peut-être dans un épisode de Balai Masque plus tard, mais bon, ça on verra. Mais voilà, lui, il va pas avoir de gros mots officiels comme merde, fais chier ou autres vocables fleuris. Ben non, comme je l'ai dit, il apparaît aux côtés de Tintin. Or, il faut que leurs aventures soient lisibles par des enfants. Hors de question de laisser des gros mots à leur portée. Rappelons-le, le journal de Tintin, c'est le journal des 7 à 77 ans. Et que ce soit avant la guerre ou pendant, ou même après d'ailleurs, on n'aurait pas vraiment vu d'un très bon œil un ouvrage au vocabulaire bas et grossier, et surtout pas un ouvrage dessiné, et en plus destiné partiellement aux enfants. Non, 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 non. Pour autant, le capitaine Haddock est un personnage auquel il arrive maintes mésaventures. C'est un peu le comic relief du trio, beaucoup plus efficace à cet égard qu'un Milou par exemple. Et très vite, le capitaine Haddock, d'abord simple personnage secondaire rencontré au cours d'une aventure, ne quittera plus Tintin d'une semelle. On rit de le voir se cogner, se débattre avec un sparadrap qui le pourchasse tout au long de l'album, être aspergé par un lama fâché, ou encore quand il grommelle dans sa barbe de mauvaise foi. S'il acceptait ce qui lui arrive avec flegme, à la rigueur, on n'en rirait sans doute pas autant. Mais là, chaque fois que la contrariété s'abat sur lui, il entre dans une colère proportionnelle à la contrariété qu'il éprouve. Et il se met à jurer pour notre plus grand plaisir. Mais il jure, disons, à sa manière. Tonnerre de Brest, marin d'eau douce, 1000 millions de mille sabords, malotru, moule à gaufres, etc. Bref, on ne va pas tous les faire, mais on va s'arrêter sur les plus étonnants, ceux qui ont une petite histoire à raconter. Numéro 1. Pour le plaisir, on commence avec un classique, 1000 millions de mille sabords. Bon, vous connaissez déjà l'expression « saborder ». C'est l'action de couler volontairement un navire. Donc, on est dans le vocabulaire naval. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsqu'on parle d'un sabord? Eh bien tout simplement, un sabord, c'est ça. Cette petite ouverture rectangulaire sur le flanc des navires afin de laisser passer le fût, la gueule des canons. Ah, et c'est bien pratique pour que le navire puisse tirer, attaquer ou se défendre contre un navire ennemi. Vous voyez la licorne, le fameux 3-mâts dans Le Secret de la licorne, dans les aventures de Tintin? Eh bien, celui-là, il en a déjà 50 sabords, et c'est beaucoup. Alors, vous imaginez 1000 millions, et alors 1000 milliards, on n'en parle même pas. C'est vraiment beaucoup, c'est toute une armada. Alors en vrai, je lis que les sabords ne servent pas que pour des canons, ils servent aussi à faire passer des avirons, comme à bord des galères par exemple. Ou bien ils serviraient simplement de prise d'air, mais bon, j'imagine que la prise d'air, de toute façon, si t'as l'ouverture pour le canon, a priori, l'air circule aussi, donc voilà. C'est normal qu'il y ait ce vocabulaire marin récurrent dans les jurons du capitaine. Après tout, on parle bien d'un vieux loup de mer. Et un loup de mer, c'est ça. D'ailleurs, il s'appelle le capitaine Haddock. Or, en réalité, un haddock, c'est un poisson. C'est ça. Voilà. Il n'est donc pas étonnant qu'il fasse référence au champ lexical de la marine et de la mer, et d'ailleurs, ce ne sera pas la dernière fois. Numéro 2, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il faut en parler, mais aussi parce que ça va nous permettre de nous en débarrasser vite. Vous allez vite comprendre. On va parler de ces expressions qui font tiquer, grincer, voire qui passerait plus du tout aujourd'hui. Rappelons-le, Tintin, c'est un personnage créé par Hergé, dessinateur et scénariste belge, en 1929. Oui, oui, Tintin est belge et non pas français, ça fait pas de mal de se le rappeler. Et il faut replacer Tintin dans son contexte. C'est pas du tout dit pour minimiser, au contraire, vous allez voir. Bah oui, 1929, c'est l'entre-deux-guerres. Bon, c'est aussi le début de la Grande Dépression. Et la Belgique a moins de 100 ans. Bon, ce qui compte dans notre sujet, là, c'est que la Belgique a des colonies à l'époque. Notamment le Congo belge jusqu'à l'indépendance congolaise en 1960. C'est comme ça que vous avez un
Tintin au Congo, qui n'est pas le moins controversé des albums de Tintin, disons. D'ailleurs, il n'a pas été adapté dans la célèbre série de dessins animés, lui, étonnamment. Bah oui, disons qu'en termes de stéréotypes racistes, Hergé ne fait pas vraiment dans la dentelle. Comme faire Tintin au pays des soviets, le lotus bleu, les cigares du pharaon, le temple du soleil, bon, on va pas tous les faire. Mais dans Tintin au Congo, il a vraiment poussé le curseur à fond, quoi. Il fallait que je vous en parle. Et le capitaine Haddock, ben, parfois, disons, ces insultes, elles sont un peu trop précises géographiquement et historiquement, on va dire ça comme ça. Je dis ça pour pas dire raciste, mais je vais peut-être dire raciste, en fait. Bon, alors il y en a des légers, hein, Vandales, Visigoths, Ostrogoths, bon, ok, disons que ça, c'est des peuples qui n'existent plus, bon, ok, d'accord. Mais ça se complique, hein. Moujik, c'est un paysan russe, Mamelouk, Apache, ou encore faire le zouave. Ah oui, oui, vous vous souvenez quand le professeur Tournesol s'emporte et dit « Ah bon, alors, il paraît que je fais le zouave !» C'est d'ailleurs une séquence importante, même rigolote, de la bande dessinée, et du dessin animé d'ailleurs. Dans cette séquence, vous savez, où il devient un véritable trompe-la-mort, un as du volant, il a une puissance décuplée, il peut te soulever un type hyper costaud comme ça sans problème. Et vous allez me dire, cette expression-là, il y a plein de gens qui l'utilisent, et simplement le capitaine Haddock aussi, c'est tout. Oui, mais il faut quand même que je vous précise qu'à la base, un zouave, c'est un soldat algérien. Et ouais, bon, je vais pas tous vous les détailler, ni pourquoi ils posent problème, mais d'ailleurs, c'est pas tous pour des raisons raciales, disons, mais en voici un petit panaché. Alors, bande de Kanaks, cannibales emplumés, Croumir, macrocéphale, crétin des Alpes, papou, patagon, satrape, tchouk, nougat. Et encore, je vous jure que je les fais pas tous, hein. Et puis, mention spéciale aux insultes qui posaient problème de manière tellement évidente que même les éditeurs ont fait le choix de les supprimer des éditions plus récentes. Dans cette catégorie, on retrouve ça, ou encore ça. Ça pique. Tellement, comme je vous disais, que vous ne les retrouverez pas dans les éditions les plus récentes, où elles ont été remplacées respectivement par Emplâtre ou Dorifort, ou, pour la seconde, par Bayadère de Carnaval. Voilà, comme j'ai dit, il fallait en parler. Maintenant, revenons-en à l'humour un petit peu, si vous voulez bien. Numéro 3. Déjà, un peu plus drôle à mon goût, car moins ciblé et plus ridicule. Il y a les combinaisons, comme bougre de papou des Carpates. Bon, alors je sais ce que vous allez me dire, attendez, papou, bon. Bref, pour simplifier, parce que c'est pas le sujet, les papous, disons, ils sont là. Alors que les Carpates, c'est là. Le décalage est amusant. Si, je vous assure. C'est comme si je disais « Italien du pôle Nord !» C'est drôle. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'il avait avec les Carpates, Hergé, mais il s'amusait à les mettre à toutes les sauces. Bachibouzouk des Carpates... Carpates bolognaises. La suite Numéro 4. Là, on a un bon exemple de recalibrage de blagues, disons. On a d'abord analphabète. Bon, pas très drôle. Et puis, il transforme ça en analphabète diplômé. Bon, quand il dit juste analphabète, c'est un petit peu sec. A priori, si tu ne sais pas lire et que tu ne sais pas écrire, tu risques de le prendre un peu mal si on t'envoie un analphabète dans la gueule. On a tous et toutes déjà entendu ou une prof dire vous savez pas lire? Ah bah dis donc, vous voulez que je vous apprenne à lire ou quoi? Voilà, c'est peut-être très drôle dans un monde où tout le monde a un accès égal à la culture, à l'éducation, tout ça, mais c'est très loin de la réalité. En revanche, analphabète diplômé, là on est dans le décalage. Il y a même presque un début de discours social ou politique qui surgit. La critique, cette fois, ne porte pas réellement sur le fait de savoir lire, écrire ou non, mais sur le fait que des personnages politiques archi-diplômés fassent des archi-conneries complètement déconnectées de la réalité. Là, l'humour surgit directement de la figure de style. C'est l'oxymore qui allie deux mots de sens contradictoire
comme un gratin hypocalorique, et c'est ça qui permet à l'humour de surgir là où on ne l'attendait pas. Numéro 5, beaucoup plus drôle à mon sens, c'est le dérivé de ce juron précédent, c'est-à-dire, je parle de cornichon diplômé. Alors là, pour moi, c'est encore plus efficace. Ben oui, on laisse tomber la question de l'illettrisme pour lui préférer une notion plus universelle, la connerie. Un cornichon, bon, c'est quelqu'un de stupide. Bon, désolé pour les cornichons. Puis, rien que la sonorité du mot cornichon, ça fait déjà très couillon. Mais alors moi, avec cette expression, cornichon diplômé, j'ai une image qui me vient en tête. Un cornichon, avec une coiffe d'étudiant comme aux États-Unis, vous savez, qui vient sur une estrade faire son discours après avoir été diplômé de l'université des cornichons. Avec toutes les petites gousses d'ail qui l'applaudissent avec leurs petits bras. Et quand je repense à ma scolarité, j'ai vraiment cru que ça allait tourner au vinaigre. Merci. C'est très efficace parce qu'on a l'image. Numéro 6. À la frontière de l'inoffensif, on a végétarien. Végétarien. Pour ma part, ça me fait rire parce que je vois pas comment ça pourrait être une insulte. Mais je sais bien que tout un tas de gens ne s'en privent pas. Mais quand c'est le capitaine Haddock qui le dit, ça paraît complètement ridicule. Et c'est de ce ridicule-là que je ris, je le confesse. J'ai vraiment le sentiment d'être face à un individu qui a rassemblé toutes ses forces pour trouver le juron le plus cinglant dont il dispose, et ce type-là, il trouve rien de mieux à envoyer que végétarien. Et face à lui, dans le pire des cas, tu te dis ouais. Et alors? Je comprends pas. Et puis, on sait pas, hein, mais peut-être que les végétariens mangent des cornichons diplômés. En fait, le capitaine Haddock, il est peut-être bien plus subversif qu'on ne croit. Hein. Il est capitaine et il est propriétaire d'un grand château Oui. et d'un domaine. Oui, donc il est pas subversif à fond, quoi, c'est ça que t'essayes de me dire. Numéro 7, bon, on l'a vu, le capitaine Haddock, il explore les différentes régions du monde à sa manière, disons, mais il a aussi des insultes plutôt inoffensives, comme hydrocarbures. Hydrocarbures, quoi. Alors, avec un juron pareil, on est beaucoup plus sur le son et sur l'invective, sur l'interjection même, que sur le sens. Pratique, car inoffensif. C'est efficace parce que c'est indexé sur du réel, ça fait réellement référence à quelque chose que chacun et chacune d'entre nous connaît, les hydrocarbures. C'est drôle parce que c'est décalé. Personne dans la vie n'envisagerait de traiter quelqu'un d'hydrocarbure, de composé de carbone et d'hydrogène, sinon, a priori, on risquerait fort de se foutre de sa gueule. Et puis, c'est inoffensif, car, a priori, personne ne s'identifie aux hydrocarbures. Même un magnat du pétrole ou du gaz qui s'enrichit à fond sur les hydrocarbures ne va pas le prendre mal si on le traite d'hydrocarbures. Il va pas te répondre « Hey, qu'est-ce que t'as dit? Eh, va donc, ornithorynque !» Pour moi, c'est là que l'humour est le plus efficace dans les jurons du capitaine Haddock. C'est indexé sur des éléments du réel que tout le monde connaît, c'est décalé et c'est inoffensif. Numéro 8. Moule à gaufre. Celle-là, c'est une des plus connues. Moule à gaufre, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il disait va donc, ustensile de cuisine. Alors non, mais pas du tout. Mais comment ça? T'as regardé d'où ça venait, moule à gaufre? Non, mais d'un coup, je suis plus sûr d'en avoir envie, là. Ah. Zut. Eh ben, en fait, l'insulte et même l'expression ne viennent pas du tout de Hergé. Et ça désigne en réalité des malades et ex-malades atteints de la variole, aussi appelée la petite vérole. Un joli petit nom. D'ailleurs, c'est une figure de style qu'on nomme un ou une hypocorisme. Vous savez, quand on dit « Oh mon petit chaton, oh mon canard adoré, oh mon petit roux-poutognou en sucre », eh bien, ces petites expressions adorables sont hypocoristiques. Eh bien, malgré son petit nom affectueux, la petite vérole, c'était une maladie abominable qui tuait beaucoup de gens. Voilà. 40% des gens qui la chopaient en mouraient. Autre donnée importante, après la découverte
de l'Amérique par les Européens, la variole a tué massivement certains peuples des Premières Nations. Les Massachusetts, par exemple. D'un coup, ça casse le côté fun de l'expression. Hein. Pour info, la variole a visiblement été éradiquée en 1980 suite à une campagne de vaccination massive de l'OMS. Mais revenons au capitaine. Je cite un ouvrage qui s'appelle « 200 drôles d'expressions qui ont du corps ». À l'époque où la variole faisait des ravages, les malades qui en réchappaient avaient le corps couvert de cicatrices. C'est une maladie qui marquait à vie si on s'en sortait, et qui ravageait la peau, et donc les visages, que certains appelaient parfois, et pas très gentiment, des moules à gaufres. Vous voulez un exemple? Eh bien, très bien, ça tombe bien, j'en ai un. Par exemple, en 1893, dans les archives wallonnes de jadis, de naguère et d'à présent, donc 1893, je sais plus si je l'ai dit, et l'on dit volontiers d'un grêlé, donc quelqu'un qui a le visage... et l'on dit volontiers d'un grêlé qu'il a passé par le moule à gaufres. Voilà. Celle-là, pour être honnête, je vous avoue que je l'avais pas du tout vu venir. Hein. Numéro 9. Alors, celle-là, j'espère vraiment que je vais pas avoir de mauvaises surprises parce que c'est ma préférée. Il s'agit de ectoplasme. C'est vraiment de loin celle qui me fait le plus rire. Ectoplasme. Mais qu'est-ce que c'est qu'un ectoplasme ? Bon, déjà, c'est la partie extérieure du cytoplasme chez les amibiens. Mais qu'est-ce qu'un amibien? Bien, c'est un rhizopode, voyons. Bref, pour simplifier, un protozoaire. Mais si, je vous assure, c'est très simple. Si on part de cette définition-là, le capitaine Haddock vous traite de couche extérieure d'un organisme unicellulaire. Oui, ça doit faire un peu mal. Sinon, ectoplasme a un autre sens, sans doute beaucoup plus connu, peut-être à cause des jeux Pokémon par exemple, et de Ectoplasma, ou alors peut-être à cause de Ghostbusters, ou des jeux Harry Potter sur PC là, avec Peeves et son ectoplasme, ou bien encore parce qu'il existe Kroom l'ectoplasme de Hanok Levin, une pièce de théâtre contemporaine. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. En vrai, j'en sais rien. Un ectoplasme, c'est censé être une manifestation fantomatique produite par un médium du corps duquel elle émane. C'est toujours pas clair, hein? Courant 19e, il y a eu une grande vague de spiritisme à travers le monde entier. Et il y a plein de gens qui s'y sont adonnés. Victor Hugo, par exemple, il s'est essayé au spiritisme. Et il y avait donc à cette époque tout un tas de médiums qui prétendaient pouvoir communiquer avec les morts via toute une série de pratiques différentes. Et notamment, un de leurs discours récurrents, c'était que leur transe permettait de matérialiser les corps flottants des fantômes. En gros, un ectoplasme, c'est de la gelée de fantômes, de la sueur de fantômes, de la bave de fantômes. Inutile de préciser que, comment dire ça, que l'existence des ectoplasmes n'a jamais été prouvée. Bon, par exemple, sur ces photos-là, c'est censé être une manifestation de fluide. Pour précision, on est totalement dans la parapsychologie, là. Voilà. Bon, je sens que ça fait toujours pas l'affaire, alors... vous voyez Luigi dans Luigi's Mansion 3 ? C'est un ectoplasme, et puis voilà. Et puis si vous voyez pas, je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo, et puis voilà. Par extension, ectoplasme désigne un individu superficiel, inexistant dans le milieu dans lequel il gravite. Donc, quand le capitaine vous traite d'ectoplasme, en réalité, il est en train de vous ghoster. A noter qu'on a même une combinaison avec le juron précédent, bougre d'ectoplasme de moule à gaufres, et qu'il y a aussi une petite séquence tuning de ce juron, il y a droit, puisqu'on a même un fantastique ectoplasme à roulette. Celui-là, il déchire. Numéro 10, flibustier de carnaval. Alors, elle est rigolote celle-là. Un flibustier, c'est un aventurier des mers d'Amérique au XVIIe, XVIIIe siècle qui vit en marge de la société. Une première bande se fixe en 1625 sur l'île de la Tortue au large de Saint-Domingue. Et si l'île de la Tortue, ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, vous voyez Tortuga dans Pirates des Caraïbes, c'est ça. C'est l'île de la Tortue.
Bref, on en reparlera des flibustiers dans une prochaine vidéo, mais pour simplifier, disons qu'ils sont mis dans le même panier que les pirates, on va pas compliquer. Donc, des flibustiers de carnaval, ce sont des pirates de carnaval. C'est tout simple. Mais ce juron est paradoxal. Il joue d'un côté sur la criminalité des pirates, et de l'autre côté, il la désamorce en disant que ce sont des pirates fantoches. Et oui, le capitaine n'a pas su quoi choisir entre son accusation de crime et la tentative de minimiser ses adversaires. Ah, et histoire d'être raccord avec l'actualité, n'est-ce pas? Très récemment, aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle un filibuster. Un filibuster, c'est une obstruction parlementaire. Cette fois-ci, elle est venue de la part des républicains. Et vous l'aurez deviné, filibuster, c'est un mot qui dérive totalement du mot flibustier. Numéro 11, bashibouzouk. Alors celle-là, elle est hyper connue et longtemps j'ai cru que c'était juste un mot qui avait été retenu pour les sonorités. Voilà, que c'était un mot complètement inventé. Et en réalité, je pense vraiment qu'elle a été retenue pour sa sonorité et que beaucoup des jurons, quasiment tous les jurons du capitaine Haddock ont été retenus parce qu'ils sonnaient bien avant tout. Et aussi parce qu'ils avaient le potentiel parfait pour sonner comme un affront ridicule. Or, j'étais bien loin de la réalité sur un point. Hergé n'a pas inventé le mot bashibouzouk, puisque bashibouzouk, ça désignait un cavalier mercenaire de l'Empire ottoman. Et ouais, alors vous vous demandez peut-être pourquoi celui-là, je l'ai pas mis dans le catalogue des expressions qui craignent. Mais c'est simple, parce que déjà en turc, bashibouzouk est une expression signifiant « sa tête ne fonctionne pas ». Ça ne me choque donc pas plus que de voir un personnage s'écrier « stupid » ou « dumkopf » ou « cabron ». Alors après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de régiment équivalent dans les pays concernés, donc vous savez quoi? Je vous en laisse juge. T'as encore choisi la facilité. Ah oui, c'est un simple podcast, hein. Faut bien que ça soit simple de temps en temps. Numéro 12, Ravachol. Tiens, en voilà un autre retenu pour sa consonance. Ravachol. Bon, alors lui, c'est très facile, c'est très précis. Ravachol, c'est lui. François Claudius Königstein, dit Ravachol donc, ouvrier et militant anarchiste français, devenu une figure symbolique de l'anarchisme. Et il a été guillotiné après avoir été jugé pour une série de meurtres et d'attentats. Donc bon, disons que c'est pas aussi rigolo que ce que le nom aurait pu nous laisser penser. Numéro 13, Cyrano à quatre pattes. Alors celle-là, je suis content d'avoir pu retrouver le contexte de la case. Bon alors, j'ai malheureusement pas les albums, moi, sous la main. C'est dans Le Temple du Soleil, aux pages 37-38, le capitaine Haddock est réveillé par un fourmilier tamanoir. Et il lui dit... Au large, espèce de Cyrano à quatre pattes! Vous connaissez Cyrano de Bergerac, la pièce d'Edmond Rostand. Bon, Cyrano est connu pour son très grand nez. Un nez si grand qu'on dirait un roc, un cap, un pic, que dis-je, une péninsule. Bon, vous voyez. Eh bien, il associe la trompe, alors non, c'est pas une trompe, apparemment c'est un nez. Donc, étant donné le long nez du tamanoir, on comprend qu'il l'associe au nez de Cyrano. Donc voilà, le tamanoir, c'est Cyrano. Donc c'est un Cyrano à quatre pattes. Logique. Ah, et petit rappel, Cyrano de Bergerac a réellement existé. Ce n'est pas une invention d'Edmond Rostand. C'était un contemporain de Corneille dans sa jeunesse, par exemple. Il y a d'ailleurs quelqu'un de très bien qui a fait une vidéo dessus sur une autre chaîne qui s'appelle Côté Théâtre. Je vous laisse le lien vers la vidéo parce qu'elle est vraiment super. Et c'est toi qui as fait cette vidéo. Oui, Bonnie, mais c'est ça la blague en fait. Numéro 14, Marin d'eau douce. Bon, celle-là, elle est incontournable parce que c'est une des plus connues, mais c'est aussi une des plus simples. Un marin d'eau douce, c'est un marin qui n'a jamais pris la mer. Bah oui, il n'y a pas de mer d'eau douce. Donc un marin d'eau douce, c'est un marin du dimanche, un marin inexpérimenté, un marin amateur. Venant d'un capitaine issu d'une longue lignée de marins, c'est pas vraiment un compliment. Numéro 15, Doryphore. Alors, facile aussi, un Doryphore, c'est un coléoptère. Attention, si vous n'aimez pas ces petites bestioles, je vous conseille de fermer les yeux pendant une dizaine de secondes. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Dans 3, 2,
voilà, un Doryphore, ça ressemble à ça. Ça y est, c'est bon, maintenant vous pouvez rouvrir les yeux. Et ça vous dévaste les champs de pommes de terre. Bon, et bien comme c'est un parasite, une espèce envahissante qui dévastait tout, c'est un des nombreux surnoms qui ont été donnés aux soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc encore une fois, il n'y a pas d'invention ici de la part du capitaine. C'est juste un homme de son époque, avec les codes, les références et les insultes de son époque. Numéro 16, Phylloxera. Pour Phylloxera, c'est la même chose, c'est encore une manière de dire parasite. Le Phylloxera, c'est une sorte de puceron qui ravage les vignes et qui cause également une sorte de maladie qu'on nomme par métonymie Phylloxera. Et pareil, si vous n'aimez pas ces petites bestioles, je vous invite à fermer les yeux pendant une petite dizaine de secondes. Je vais vous montrer un Phylloxera dans 3, 2, 1, voilà, un Phylloxera, c'est ça. Et maintenant c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Il y a même une crise du Phylloxera à la fin du 19e siècle. En quelques années, il y a une très grande partie des cépages français qui ont disparu. Et alors, comment on a fait pour les refaire fonctionner, disons? Eh bien, on a greffé des parties aériennes de vignes européennes sur des vignes américaines. Des vignes américaines qui, elles, résistaient aux piqûres de pucerons. Mais alors ça, moi je l'ai jamais vu sur les étiquettes. Et pareil, j'en ai jamais entendu parler quand les gens critiquent les vignobles américains. Numéro 17, et c'est la dernière, celle-là, j'imagine que vous l'attendez un peu, on parle désormais de Tonnerre de Brest. Et c'est pas forcément la plus simple. Bon, déjà, on va partir sur des certitudes. Brest, c'est là, c'est une ville portuaire de Bretagne, port militaire sous Richelieu, blablabla, tout ça. Ok, alors, bon, soyons clairs. Moi, naïvement, je pensais que le tonnerre de Brest faisait référence à un violent orage qui s'était abattu sur Brest. Et puis, une connaissance que je considérais à l'époque comme une pote m'a déglingué pour avoir osé faire une blague autour du tonnerre de Brest. Bah quoi ? Je savais qu'elle avait déménagé à Brest et elle était justement en train de me dire qu'il y avait là, à ce moment-là, un orage. Ça me paraissait pas complètement incohérent de parler de tonnerre de Brest. Et ensuite, plus tard, je me suis dit, merde, si ça se trouve, c'est une allusion à la destruction de Brest par les bombes pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, comme dans la chanson d'après Prévert par Cosma, chantée par exemple par les frères Jacques, Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante et... Spoiler alerte, la chanson finit pas très bien. Et aujourd'hui, en faisant mes petites recherches, je constate que même les tintinophiles, c'est-à-dire les fans de Tintin, se sont longtemps déchirés sur l'origine de l'expression. Mais en fait, c'était pas à eux qu'il fallait demander. Pourquoi ? Parce que Hergé n'est pas à l'origine de l'expression. Et non. Figurez-vous qu'on la trouve par exemple déjà chez Proust, dans Sodome et Gomorrhe, un des romans de la recherche du temps perdu. Et dans cet ouvrage, déjà, le narrateur, Marcel, se demande d'où peut bien venir cette expression « tonnerre de Brest ». Alors, c'est le moment d'un petit point de comparaison. Sodome et Gomorrhe sort de 1921 à 1922, c'est ça, alors que le Capitaine Haddock, lui, n'apparaît qu'en 1940. Donc vous voyez bien, Proust, c'est avant. Pendant l'entre-deux-guerres, un historien de Brest, un certain Louis de Lourmel, donne une explication toute simple. Le tonnerre, c'est en réalité le nom qu'on donne au canon qui donne le coup d'envoi du début de la journée de travail et de la fin de la journée de travail de l'arsenal de Brest, jusqu'en 1924. Personnellement, je trouve ça très peu pratique et plutôt risqué de stocker de la poudre et juste de tirer des coups de canon pour signaler la fin et le début, alors qu'une simple cloche aurait fait l'affaire. Donc, je n'aurais pas de mal à ce qu'on me dise que cette histoire de canon surnommé le tonnerre de Brest soit un mythe, mais passons. Une autre explication plus crédible cette fois liée au canon, c'est le fait qu'on faisait résonner apparemment à Brest le canon
quand un bagnard s'évadait. Bon, ok, là on est sur du caractère plutôt exceptionnel, donc pourquoi pas tirer un coup de canon quand il y a un prisonnier qui s'évade. A priori, c'était pas tous les matins et tous les soirs, donc c'est déjà un peu plus cohérent à mon sens. Mais bon, l'argument de la cloche demeure. Pourquoi ne pas utiliser une cloche? Et puis par ailleurs, j'imagine que ça, si jamais c'est une pratique qui existait, c'est en revanche une pratique qui n'existait certainement pas qu'à Brest. Alors pourquoi ne pas appeler ça simplement le tonnerre? Ou alors des variantes par exemple, le tonnerre du Havre, le tonnerre de Caen, le tonnerre de Toulon, que sais-je. Et très longtemps, on a soutenu l'une ou l'autre de ces théories autour du canon pour expliquer l'origine de l'expression tonnerre de Brest. C'est d'ailleurs ce que ma pote partie à Brest m'avait gentiment répondu, disons. Sauf que non. Désormais, on a des documents à l'appui, issus des archives de l'Académie des Sciences. Le 15 avril 1718, vers 4 h du matin, s'est abattu sur Brest un orage si violent qu'il est entré dans les mémoires pour plus d'un siècle. Certains bâtiments, dont des églises, se sont effondrés à cause de la foudre. C'est pas encore la mode des paratonnerres à l'époque, hein. Il y a eu des morts. Et il y a aussi eu pas mal de témoignages de boules de feu à la manière des 7 boules de cristal. Donc bon, les gens qui l'ont vécu comme un traumatisme. Et l'événement a marqué les mémoires collectives, au point d'orienter les diatribes des prêtres avec ces dieux qui nous punissent, ou encore de faire l'objet d'enquêtes scientifiques. Dont ce document, qui atteste donc de l'origine de l'expression tonnerre de Brest, qui s'appelle donc ce document « Sur quelques effets du tonnerre d'un certain Bordeaux des Landes, commissaire ordinaire de la marine et membre de l'Académie des sciences ». Et donc oui, le tonnerre de Brest fait bel et bien référence à un orage. Ben, si j'avais su ça à l'époque, hein, j'aurais dit à cette pote de collège, et ça ne m'aurait pas beaucoup plus avancé. Mais désormais, vous saurez quoi répondre. Bon, il est l'heure de conclure. Évidemment, il en reste plein des jurons du capitaine Haddock. On en verra peut-être d'autres dans une prochaine vidéo si jamais vous me le demandez. Emplâtre à la graisse de hérisson, faucheton à la sauce tartare, pignouf, troglodyte, bref. On a pu voir dans ces jurons l'influence des surréalistes, de Michaud, de Alfred Jarry, de Rabelais. Il y a même un auteur qui prétend y voir une certaine parenté avec Louis-Ferdinand Céline, mais en précisant, tout comme Céline, Hergé critique la société bourgeoise par le grotesque et la dérision. Vous comprendrez pourquoi je n'apporte guère de crédit à l'analogie. Tout simplement parce que Tintin, comme critique de la bourgeoisie, à bien des égards, non. 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 Ces expressions, on a vu que certaines d'entre elles craignaient pas mal, que d'autres empruntaient carrément au vocabulaire marin, et puis, surtout, on a vu qu'il y en avait un sacré paquet, finalement, qui n'étaient pas du tout des inventions d'Hergé. Et cette vidéo a fait surgir en moi une envie d'une autre vidéo, et surtout, une question. Cette question, la voici. Comment tu fais pour insulter quelqu'un sans s'en prendre à sa famille, au genre, sans faire d'allusion sexuelle, sans être agressif et en étant inclusif. Et le tout sans être ridicule. Eh bien, pour ma part, les moments où le capitaine Haddock, évidemment, eh bien, pour ma part, les moments où le capitaine Haddock me touche, c'est justement quand, face à ce questionnement, il fait le choix du ridicule. C'est pour ça que, dans mon cœur, le jeu de mots l'emportera toujours de très loin sur la blague raciste, validiste, homophobe, que sais-je. Plutôt assumer le ridicule que d'avoir le rire agressif et phobique. Enfin, si vous avez suivi la série Le Bureau des légendes, vous savez que les membres de ce bureau spécifique de la DGSE y sont surnommés d'après les jurons du capitaine Haddock. On a Malotru, Rocambole, Cyclone. Je ne sais plus si la série donne une explication pour ça, et j'ai pas tout regardé. Mais en tout cas,
J'ai trouvé pourquoi en préparant cette vidéo. Ça a fait sens d'un coup. Alors, vous avez trouvé, vous, pourquoi ils sont surnommés comme ça? Bah, pour simplifier, avant, la DGSE, donc les services secrets français, quoi, eh bien, on appelait ça les renseignements généraux. Les RG. Ouais, je suis convaincu que c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, on va finir là-dessus. Vous savez pourquoi il s'appelait RG? Eh bien, il s'appelait Georges Rémy. RG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, eh bien, le moyen le plus simple de faire ça, c'est de vous abonner à ma chaîne. C'est encore une toute petite chaîne et elle a besoin de votre soutien. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Bon, eh bien, à dans une prochaine vidéo.